Bonjour à tous. Donc, on continue sur ce cours, disons en tout cas, une présentation du thème sur les actes courants et techniques contractuelles. Et nous étions arrêtés hier à la question du droit de rétractation et de l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoit ce délai de rétractation et délai de réflexion. Alors, on avait, à titre introductif, évoqué deux points. L'obligation d'information, désormais depuis la loi Elan, qui porte sur cet article 271.1 et les sanctions civiles qui en découlent, qui n'étaient pas précisées par le texte. Et puis, on avait également réintégré ce droit de rétractation dans l'ordonnance du 25 mars 2020, en expliquant qu'il y avait un doute sur l'intégration du droit de rétractation au sein même de l'article 2. Alors, personnellement, je pense qu'au regard des termes de l'article 2, le délai de rétractation est inclus. L'argument qui est soulevé par certains, qui est de dire finalement, il n'y a pas de sanction au non-respect de ce délai, parce que quand on n'exerce pas le délai de rétractation, c'est qu'on a choisi de ne pas se rétracter, donc on exerce le droit de ne pas se rétracter. Je pense que c'est pas un argument qui, à mon avis, est suffisant. Il faudra que la loi de ratification vraiment l'exclue expressément, parce qu'on peut dire ça de tous les délais. Dans un délai de prescription, si vous ne respectez pas le délai de prescription, on pourrait aussi analyser ça comme je n'ai pas agi, j'ai exercé mon droit de ne pas agir. Donc finalement, on pourrait dire ça de tous les délais. À mon sens, il faudrait pas simplement une circulaire interprétative et rectificative, il faudrait modifier le texte, et seule la loi de ratification permettrait de modifier le texte pour écarter le droit de rétractation des prévisions de l'ordonnance. Ça serait opportun, puisque je ne suis pas certain qu'on ait vraiment besoin d'avoir un champ d'application aussi large, mais en tout cas, tel que le texte est rédigé aujourd'hui, une circulaire ne suffirait pas, à mon sens. Alors, le troisième point que je voulais voir avec vous, c'était la possibilité de se soumettre à un texte d'ordre public qui, normalement, n'est pas applicable. C'est une question que l'on peut rattacher à 271.1, puisque vous verrez que le champ d'application est assez restreint, notamment on ne l'applique qu'à l'acquéreur non professionnel, dans le cadre d'un immeuble bâti à usage d'habitation. Donc ces différents éléments justifient un champ d'application restreint. Est-ce que je peux, par une clause, et donc d'un commun accord des parties, eh bien, faire bénéficier un acquéreur professionnel de cet article 271.1 du Code de la construction et de l'habitation? Avant de voir le cas particulier de 271.1, il faut resituer le débat, puisque c'est une question qui se pose dans tous les domaines en réalité. Est-ce que je peux me soumettre volontairement à un régime impératif auquel normalement je ne suis pas soumis? Alors oui, c'est admis par la jurisprudence depuis très longtemps à une double condition. La première, c'est que si vous vous soumettez à un régime impératif qui n'est pas le vôtre, ou qui n'est pas normalement applicable, vous devez vous soumettre à l'intégralité de ce régime. Vous ne pouvez pas procéder à un dépeçage et décider de vous soumettre uniquement à une certaine catégorie d'articles, mais pas d'autres. Donc dans ce cas-là, c'est une soumission totale. C'est une question qui s'était posée notamment pour les baux commerciaux. Est-ce que je peux me soumettre au statut des baux commerciaux? Oui, je peux le faire, mais je devrais alors me soumettre à l'intégralité des règles qui s'appliquent en matière de baux commerciaux. Deuxième condition, je ne peux pas me soumettre à un régime impératif pour échapper à un autre régime impératif. D'ailleurs, là, ça deviendrait très dangereux pour la personne concernée, puisqu'elle serait soumise en réalité à deux régimes impératifs. Comme on ne peut pas substituer un régime impératif à un autre, eh bien dans ce cas-là, si vous vous soumettez à un autre régime impératif, on vous appliquera les deux, ce qui peut être très contraignant, en tout cas une très mauvaise nouvelle. Et si ça a été conseillé par un professionnel, eh bien celui-ci engagerait nécessairement sa responsabilité. Alors à cette double condition, il est possible de se soumettre à un régime impératif. On avait d'ailleurs un arrêt de l'Assemblée plénière de 2000, je crois que c'était, je ne me rappelle plus exactement, 2014 je crois, où on avait cette question pour la soumission au statut des baux commerciaux et où ces conditions ont été rappelées. Alors très récemment encore, on a un arrêt notamment de la première chambre civile du 11 décembre 2019 où les parties n'étaient pas soumises au droit de la consommation, au code de la consommation, notamment en matière de prêt, mais ils se sont soumis volontairement aux règles du prêt, notamment les règles relatives au taux effectif global. On voit d'une manière générale, c'est admissible.
Alors, c'est un peu la même problématique pour l'article L271.1. Imaginez que vous ayez un acquéreur non professionnel, un acquéreur professionnel, et les parties peuvent-elles se mettre d'accord pour accorder à cet acquéreur professionnel un délai de rétractation tel que le prévoit l'article 271.1. Oui, nous dit la Cour de cassation, et ce n'est pas étonnant, c'est un arrêt de la troisième chambre civile du 5 décembre 2019 qui le dit formellement. Il est parfaitement possible de se soumettre à ce régime impératif qui n'est pas normalement applicable. Alors, néanmoins, et ce sont les précautions que vous devez prendre, d'une part, il faut une clause de conseil donné. Il faut que vous expliquiez clairement au vendeur qu'il n'est pas obligé d'accorder un tel droit de rétractation. Il faut vous expliquer au vendeur les conséquences, l'avantage que vous accordez ainsi à l'acquéreur qui peut exercer de manière discrétionnaire ce droit de rétractation. Donc, c'est important, justement, d'avoir une clause de conseil donné. La deuxième chose, et c'est lié à la première condition, il faut que le consentement soit libre, éclairé et non équivoque. Il faut vraiment que le vendeur accepte d'accorder cet avantage que la loi n'accorde pas en principe à l'acquéreur professionnel. Et puis, troisième condition pour les rédacteurs, c'est qu'il ne faut absolument pas le faire par une clause de style. Il faut justement une clause qui a été rédigée sur mesure, dans laquelle on explique clairement le contenu de ce droit et l'avantage qu'on accorde aux co-contractants. Mais ces trois éléments, vous voyez, sont liés. En l'espèce, dans cet arrêt du 5 décembre 2019, on a validé la possibilité pour cet acquéreur professionnel de bénéficier de l'article 271.1 du CCH. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation insiste aussi sur la nécessité d'un consentement libre, éclairé, non équivoque. En revanche, quand on regarde les faits et quand on regarde la clause qui a été validée, alors là, on peut avoir plus de doutes. Parce que quand vous prenez la clause dans cette affaire, la clause donnait l'impression d'être une sorte de copier-coller, puisque on faisait référence à plusieurs acquéreurs dans cette clause, alors qu'il n'y en avait qu'un seul. On faisait référence dans cette clause à l'acquéreur non professionnel, alors que c'était un acquéreur professionnel. Et donc, on a peut-être des coquilles, j'en sais rien, mais en tout cas, des éléments qui permettaient de douter que la clause avait bien été rédigée sur mesure et qu'elle avait été pleinement expliquée au vendeur. D'ailleurs, à aucun moment dans cet arrêt, peut-être que c'est un autre contentieux parallèle, mais à aucun moment on évoque le devoir de conseil du notaire qui est intervenu, parce qu'à mon sens, ici, il est probable que le vendeur n'ait pas pleinement compris les conséquences de ce droit. Donc, probablement, c'est un arrêt qui, dans le principe, n'est pas contestable. Dans les conditions qu'il rappelle, un consentement libre, éclairé et non équivoque est parfaitement acceptable. Néanmoins, dans les faits, lorsqu'on lit la clause, eh bien, on pouvait s'attendre en l'espèce à ce qu'on considère au contraire que cette clause n'a pas été parfaitement comprise par le vendeur et qu'elle ressemble à une clause de style parce qu'elle fait référence à plusieurs acquéreurs et à un acquéreur non professionnel, là où il s'agissait d'un acquéreur professionnel et où il n'y avait qu'un seul acquéreur. Donc, une précaution rédactionnelle, en tout cas, prenez beaucoup de précautions lorsque vous rédigez une telle clause parce qu'elle n'est pas naturelle. On ne voit pas pourquoi on accorderait en plus à un acquéreur professionnel le bénéfice d'un tel droit discrétionnaire. Il faut vraiment que cela soit justifié dans l'acte. Alors, on va commencer à aborder ensemble le fond de cet article 261 du Code de la construction et de l'habitation. Et donc, vous connaissez tous le mécanisme. Est-ce que ce mécanisme est un mécanisme qui joue dans tous les cas? Non. Le droit de rétractation ne joue que dans les hypothèses où vous avez un contrat préparatoire. En revanche, si la vente définitive n'est pas précédée d'un avant-contrat, d'un contrat préparatoire, eh bien, c'est le délai de réflexion de 10 jours qui prend le relais. Délai de réflexion, soit dit en passant, qui, lui, avec une quasi-certitude, ne devrait pas être intégré dans les prévisions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a prorogé les délais échus pendant la période de référence que nous avons évoquée ensemble. Alors, nous allons, dans un premier temps, essayer d'aborder le champ d'application de cet article 271.1, où il y a encore un certain nombre d'interrogations et de précautions à prendre. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, nous évoquerons toutes les questions relatives à la forme
que doivent respecter les parties dans la mise en œuvre de cet article. Quant au champ d'application, la première question qu'on doit se poser relève du champ d'application matériel, c'est-à-dire à quel type d'acte, quel type de bien s'applique cet article 271.1. Et nous évoquerons dans un deuxième temps le champ d'application personnel, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier, en dehors de la soumission volontaire, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de ce droit de rétractation ou de ce délai de réflexion. Quant au champ d'application matériel, quels sont les actes qui sont concernés? Lorsqu'on prend l'article 271.1, il parle d'acquisition. Et donc, c'est sous-entendu, les travaux préparatoires ne laissent aucun doute, il s'agit d'acquisition à titre onéreux. Les hypothèses de libéralité ne sont pas concernées, bien entendu, par l'article 271.1. Acte à titre onéreux qui peut prendre différentes formes, puisque ce sont les contrats préparatoires qui m'intéressent ici pour le délai de rétractation. Il peut y avoir un contrat de réservation. Le contrat de réservation est soumis à cet article 271.1. On a la promesse unilatérale de vente, la promesse synagmatique, et donc, d'une manière générale, toutes les promesses qui précèdent la vente définitive sont soumises au droit de rétractation. Vous savez que, alors je ne reviens pas sur, on verra la forme plus tard, mais sur la notification et les annexes. En revanche, pour ce qui est de les promesses, il n'y a aucun doute. Pour ce qui est des actes principaux qui sont concernés, on vise bien entendu la vente, qui est quand même le cas le plus fréquent. On évoque également le contrat d'échange. Et là, sur le contrat d'échange, on a quelques doutes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on considère que le contrat d'échange est un contrat autonome, et il est vrai que c'est de cette manière qu'il est présenté dans le cadre de l'article 1702 du Code civil, et de cette manière, on le distinguerait de la vente, ou est-ce qu'on finalement on considère que le contrat d'échange n'est rien d'autre qu'une double vente? Et finalement, l'administration fiscale l'analyse de cette manière. Alors, a priori, dans la pratique la plus répandue, on considère le contrat d'échange comme une double vente. Et donc, il faut une double notification qui est faite la plupart du temps et qui permet finalement de remplir les conditions de l'article 271. Il y a également des hypothèses où il ne faut pas oublier d'appliquer l'article 271.1 puisque ça ressemble à une vente. Je pense à la licitation-vente dans le cadre d'un bien en indivision. Cette licitation-vente est également entre également dans les prévisions, dans le champ d'application de l'article 271.1. Également, autre point important, 271.1 va s'appliquer à certaines souscriptions de parts. Les souscriptions de parts qui donnent lieu à l'attribution justement d'un bien. Dans ce cas-là, 271.1 est également applicable. Alors, dans quel cas 271.1 n'est pas applicable au regard des exemples que je vous ai donnés qui sont assez proches? D'abord, la vente par adjudication en la forme authentique, ce sont les ventes aux enchères notariales, le délai de réflexion est exclu. Alors, il n'y a pas de contrat préparatoire, mais le délai de réflexion est exclu par la loi dans cette hypothèse précise. De la même façon, si on applique 271.1 à la licitation-vente, on ne peut pas l'appliquer à la licitation-partage, parce qu'on n'est pas dans l'hypothèse justement d'une acquisition au sens de l'article 271.1. Et autre exclusion, pour ce qui est de la souscription des parts, c'est la souscription des parts qui donne lieu à l'attribution. En revanche, quand il s'agit de souscription des parts ou d'opération de retrait, dans ce cas-là, 271.1 n'est pas applicable puisqu'on n'est plus dans les prévisions de l'article 271.1 et de l'acquisition. Pour ce qui est de l'acte, on n'a plus trop d'hésitation aujourd'hui. Il y avait cette hésitation sur la souscription de parts. Dans le cadre d'un retrait, c'est exclu, donc tout cela est assez clair aujourd'hui. En revanche, pour le bien qui est concerné, il y a encore quelques hésitations. D'abord, évidemment, en dehors de l'exemple particulier de la souscription de parts qui donne lieu à l'attribution d'un bien, ce droit de rétractation ou de réflexion ne vaut que pour les biens immobiliers. Ensuite, quand on prend les biens immobiliers, il n'y a pas de distinction. Ça peut être une maison, ça peut être un immeuble entier, ça peut être au sein d'une copropriété, ça peut être de l'ancien, ça peut être du neuf. Il n'y a pas de détails au sein de la loi. On nous parle d'un immeuble bâti. Voilà la première difficulté. Quand vous parlez d'un immeuble bâti, la question s'est posée pendant un certain temps de savoir si on pouvait appliquer 271.1, si on devait appliquer 271.1 à un terrain à bâtir. Et notamment, on avait des hypothèses qui avaient été soumises à la Cour d'appel de Paris, où c'était la cession d'un terrain à bâtir avec une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, ce qui permettait donc de dire, vous voyez bien que
c'est un immeuble qui n'est pas encore construit, mais on envisage justement de le construire. Et il est vrai que pour la vente en état futur d'achèvement, comme le contrat de réservation, c'est applicable. Et donc, on s'est demandé si on ne pouvait pas l'appliquer également au terrain à bâtir, avec cette formalisation qui montre bien quel est l'usage que l'on veut en faire. On veut bien en faire un usage d'habitation, puisqu'on a un permis de construire d'une maison, par exemple, qui a été obtenu. Non, finalement, même si la Cour d'appel de Paris a pu dire le contraire, on a aujourd'hui une jurisprudence qui clairement considère que dans l'hypothèse du terrain à bâtir, sauf si on est dans le cas d'un terrain à bâtir dans le cadre d'un lotissement, qui est prévu par l'article L 442.8 du Code de l'urbanisme, qui prévoit un délai spécial dans ce cas-là, mais en dehors de 442.8 du Code de l'urbanisme, eh bien, un terrain à bâtir, même avec une condition suspensive d'obtention du permis de construire, n'est pas applicable dans cette hypothèse. Alors, autre interrogation, qu'est-ce qu'un immeuble? Au sens juridique du terme, le mot immeuble a un sens bien précis. Après, pour le commun des mortels qui ne fait pas de droit, quand on lui parle par exemple d'une péniche ou d'un mobil-home, bah, il a tendance à assimiler ça à un lieu de vie, à un logement et donc à un immeuble. Alors l'immeuble, la définition est celle du Code civil, c'est l'article 531 du Code civil qui sert de référence. Il faut que ça soit quelque chose qui est ancré dans le sol. C'est le seul critère, donc ce lien physique avec le sol. Et ce qui explique d'ailleurs qu'une péniche ne puisse pas être considérée alors que les prix sont quand même très élevés. Il s'agit d'une opération tout aussi risquée que l'acquisition d'un bien immobilier, puisqu'il faut bien comprendre l'esprit de 271.1, c'est d'éviter les achats coup de cœur qui ne sont pas raisonnables et raisonnés, et donc laisser cette possibilité de revenir sur son consentement. Et on peut considérer que cette volonté de protéger les achats coup de cœur est tout aussi importante pour une péniche que pour un appartement. Une péniche, parfois, dans certains endroits, coûte le prix au mètre carré d'un très bel appartement dans les meilleurs arrondissements de Paris, par exemple. Eh bien, non, la péniche n'est pas un immeuble au sens juridique du terme, et donc 271.1 n'est pas applicable. Mais même chose pour un mobil-home. Le principe même du mobil-home est d'être posé sur le sol. Donc, ce n'est pas juridiquement, au regard du critère de l'article 531, un immeuble. Et donc, la vente d'un mobil-home eh bien, ne rentrerait pas dans les prévisions de l'article 271.1. En revanche, si vous avez une tente que l'on peut, là par exemple, que l'on met en place à Mulhouse pour mettre en place des hôpitaux, elles vont être fixées au sol. On peut juridiquement considérer ces tentes comme étant des immeubles. On est en dehors de la problématique de 271.1, vous l'avez bien compris, mais alors toujours au regard du bien, c'est l'usage du bien qui est déterminant pour l'application de l'article 271.1. Et en la matière, justement, il y a une hésitation sur le critère à prendre en considération. Est-ce qu'il faut prendre en considération un critère objectif? Et donc, je me contente de regarder quel est actuellement l'usage du bien. S'il est à usage d'habitation, 271.1 est applicable. S'il n'est pas actuellement à usage d'habitation, par exemple à usage commercial, dans ce cas-là, 271.1 n'est pas applicable. C'est une première manière de voir les choses. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Et vous allez voir qu'il y a un peu des deux. C'est un critère subjectif. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est ce que l'acquéreur veut faire de ce bien. Et quand bien même le bien serait actuellement à usage commercial, si on souhaite en faire un bien à usage d'habitation, eh bien, il faudrait respecter 271.1. Alors, quand on regarde la jurisprudence, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire que si vous avez, en tant que praticien, un bien qui est actuellement à usage d'habitation, et même si l'un d'entre eux souhaite en modifier l'usage pour un usage commercial, eh bien, en tout cas, l'acquéreur, en l'occurrence, peu importe, par précaution, le bien est à usage d'habitation, c'est exactement les termes de 271.1, il faut purger 271.1. Maintenant, dans l'hypothèse où le bien est actuellement à usage commercial et qu'on le destine à un usage d'habitation, eh bien là, c'est le critère subjectif qui doit l'emporter. Et on considère qu'il faut faire référence à cette destination voulue par l'acquéreur qui justifie alors la purge de l'article 271.1 du Code de la construction et de l'habitation. Donc, c'est un mélange des genres, mais il faut absolument le respecter. Est-ce que le bien à usage mixte peut faire l'objet de l'application de l'article 271.1? Non. Le bien à usage mixte est présenté comme étant à usage mixte, et ça, c'est admis depuis très longtemps. La troisième chambre civile, le 30 janvier 2008, avait clairement exclu
l'hypothèse justement de l'usage mixte. Souvent, la vente de mobil-home se fait avec des parts dans une société civile d'attribution. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que là, dans ce cas-là, 271.1 fonctionne sans aucune difficulté, parce qu'on est justement dans l'hypothèse où ce sont des cessions de parts, mais des cessions de parts particulières, pas dans le cadre d'un retrait, mais de souscription de parts en vue de l'attribution d'un bien. Donc, dans ce cas-là, 271.1 est applicable. Mais on passe par un autre biais, puisque en tant que tel, s'il est vendu en tant que tel, il n'entre pas dans la catégorie des immeubles et 271.1 n'est pas applicable. Alors, exclu donc pour les biens à usage mixte, il faut faire très attention. On a aussi des hypothèses un peu plus complexes où on a, par exemple, un ensemble de lots vendus et l'un d'entre eux est à usage d'habitation. Pour ce bien-là en particulier, qui est à usage d'habitation, on a un arrêt du 29 mars 2018 qui dit que pour ce lot précis, 271.1 est applicable. Donc, il faudra bien faire la distinction selon les lots lorsque vous avez la vente d'un ensemble de lots à l'intérieur duquel vous avez un lot qui est à usage d'habitation. Et pour la personne concernée, en tout cas, 271.1 sera applicable. Alors, il y a également la difficulté des biens dans lesquels, et qui forment un seul lot, et dans lesquels il y a une partie d'usage d'habitation et une partie usage commercial. Alors, sur ce point, les décisions, et surtout les décisions des juges du fond qui ont été rendues, semblent raisonner par la théorie de l'accessoire. C'est-à-dire qu'il faut déterminer, et généralement c'est le prix, la valeur qui l'emportera, la part d'usage d'habitation et d'usage commercial. Par exemple, si je prends le cas qui avait donné lieu à une affaire devant tribunal de grande instance, c'était un bien, une petite boutique de 5 mètres carrés où on vendait des cartes postales à côté de l'hôtel de ville, et était rattaché à cette boutique un appartement au premier étage qui faisait 120 mètres carrés. Là, vous imaginez bien que l'immeuble, la partie à usage d'habitation était beaucoup plus importante que la partie à usage commercial, et on a considéré que 271.1 était applicable. En revanche, on a une autre hypothèse où c'était une pièce de 25 mètres carrés qui était rattachée à une station-service. Évidemment, là, c'est 271.1 du CCH n'était pas applicable par l'application de la théorie de l'accessoire. L'accessoire, suite principale, accessorium sequitur principale. Et justement, c'était l'application qui avait été faite dans les deux exemples que je viens de vous donner. Alors, on a un autre cas un tout petit peu plus particulier, qui est le cas des annexes ou des dépendances. Dépendances au fond d'un jardin ou éventuellement une chambre de bonne, chambre de service. Tout ça est un peu compliqué. Encore faut-il qu'on soit dans les limites légales de 8 mètres carrés, mais tout ça est un peu compliqué lorsque c'est rattaché, par exemple, à un bien principal. Dans quelle mesure la cession de cette dépendance ou de cette annexe est soumise à 271.1. Alors, on a des hypothèses où on a pu considérer que tout cela formait un tout indivisible. Notamment, on avait une hypothèse où vous avez deux vendeurs différents, celui qui vend, par exemple, la dépendance et celui qui vend la maison, et ces deux vendeurs différents cédaient à un seul acheteur avec un seul instrumentum. Là, on a considéré qu'il y avait, alors dans l'hypothèse, c'était pas une dépendance, c'était un parking et un appartement. On a considéré que ces deux vendaient à un seul acquéreur, ça formait un tout indivisible, et donc là, on purgeait pour le tout. On a une autre hypothèse, on avait la vente avec deux vendeurs dans deux actes différents, avec une chambre de bonne et un appartement, mais avec deux actes différents. Donc, a priori, on se dit, dans ce cas-là, 271.1 n'est pas applicable parce qu'il n'y a pas d'indivisibilité. Sauf qu'il y avait une contre-lettre, c'est-à-dire un acte secret dans lequel il prévoyait l'indivisibilité pour être sûr que tout soit vendu au même acquéreur. Et là, on a considéré qu'il fallait faire valoir la contre-lettre, en tout cas, c'est ce qui a été décidé, pour en déduire l'indivisibilité et l'application de la loi SRU pour le tout, donc de 271.1. En revanche, si on vend isolément une dépense, si on vend isolément, par exemple, une chambre de bonne, on a une réponse ministérielle. Alors, les réponses ministérielles, elles ont une valeur normative qui est très limitée et parfois elles disent quelques bêtises, donc on aura l'occasion d'y revenir. En revanche, il faut tout de même la citer. Et cette réponse ministérielle du 3 novembre 2003 vous explique qu'on ne peut pas appliquer 271.1 lorsqu'il y a vente d'une dépendance de manière autonome, donc seule. Alors,
On devrait raisonner de la même façon pour une chambre de service, sauf que c'est pas très clair. Il y a quelques décisions des juges du fond où, pour une chambre de service, on avait admis une cession autonome et l'application de l'article 271.1. Mais il est vrai que normalement, pour une chambre de service, on devrait considérer que la réponse ministérielle devrait s'appliquer et on devrait être dispensé de l'article 271.1. Donc, sur les chambres de service, il y a un doute. Par conséquent, quand il y a un doute, ce n'est pas évident en tant que praticien. Comment fait-on? On attire l'attention des personnes sur ce doute, on rédige une clause de conseil donnée et on leur dit si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de problème, on va se soumettre volontairement à 271.1. Puisqu'il y a un doute, les parties sont d'accord pour accorder à l'acquéreur un droit de rétractation et procéder comme ça en attendant que la jurisprudence, justement, prenne une position beaucoup plus tranchée sur cette question. Maintenant, on peut également prendre le risque, puisque on peut considérer la chambre de service comme ayant une certaine autonomie, on peut ne pas suivre la réponse ministérielle et éventuellement, après en avoir informé le client et lui avoir clairement dit quels étaient les risques qu'il encourt, eh bien, il prendrait lui-même son choix, il effectuerait lui-même son choix. Vous voyez, c'est aussi une autre manière de procéder. Mais en tout cas, dans ces hypothèses que je viens d'évoquer de dépendance, d'annexe, de chambre de service, là, il faut prendre un tout petit peu plus de précautions qu'habituellement. Champ d'application, maintenant, personnel de l'article 271.1 du Code de la construction et de l'habitation. Quand vous prenez l'article 271.1, on vous parle de l'acquéreur non professionnel. Donc, a priori, on comprend bien qu'un marchand de biens, un loueur professionnel, toutes ces catégories de professionnels de l'immobilier ne pourront pas bénéficier de 271.1, à moins, comme dans l'arrêt du 5 décembre 2019 que j'ai cité tout à l'heure, de se soumettre volontairement à ce droit de rétractation et la loi SRU. Alors, il y a tout de même une interrogation sur ce qu'il faut entendre par acquéreur non professionnel. Quel est le critère qui permet, au regard des personnes physiques dans un premier temps, d'identifier des acquéreurs professionnels, des acquéreurs non professionnels? Il y a deux manières de raisonner. Il y a un premier critère qui est un critère subjectif. Donc, je prends un acquéreur non professionnel, personne physique, puisque c'est le cas le moins discuté pour l'instant, et ce que je vérifie, c'est de savoir si c'est un professionnel de l'immobilier, mais au regard de sa compétence. Est-ce qu'il est compétent par expérience ou par tout simplement expertise, puisque c'est sa profession, en matière immobilière? Donc, dans ce cas-là, je pourrais, par le critère de la compétence, eh bien, avoir une catégorie peut-être plus large de ces personnes physiques acquéreurs non professionnels. Je peux également plutôt faire valoir, et c'est plutôt ce critère-là qui devrait l'emporter, vous allez le voir, je peux également avoir un critère objectif. Critères objectifs, on les connaît en droit de la consommation, dans le cadre de l'article 212.1 du Code de la consommation, autrefois, et vous allez voir pourquoi je dis ça autrefois, mais pendant un certain temps encore, mais on utilisait le critère du rapport direct. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je conclus un contrat qui est en rapport direct avec mon activité professionnelle, je ne peux pas bénéficier de la loi sur les clauses abusives. On pourrait raisonner de la même façon. À partir du moment où je suis une personne physique et que je conclus un contrat qui n'est pas en rapport direct avec mon activité professionnelle, eh bien, je bénéficie de 271.1. Alors, ce critère objectif a changé puisque depuis l'ordonnance du 14 mars 2016, on a un article préliminaire dans le Code de la consommation qui définit de manière très générale ce qu'est un professionnel, un non professionnel, un consommateur. Et le professionnel, c'est celui qui accomplit un acte qui a une finalité professionnelle. Donc, c'est un tout petit peu plus large que le rapport direct, mais ça reste un critère objectif. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération la compétence de la personne concernée, on regarde quelle est la finalité de l'acte qui a été accompli. Donc, en matière immobilière, ce n'est pas trop compliqué de délimiter pour les personnes physiques quels sont les acquéreurs non professionnels. Et l'enjeu du débat, en réalité, n'est pas là. La question qui se pose essentiellement aujourd'hui en matière immobilière, c'est de savoir si une personne morale peut bénéficier de l'article 271.1. Parce qu'une personne morale peut parfaitement accomplir un acte, je pense à une société civile immobilière familiale, et elle peut parfaitement être amenée à conclure un acte, une acquisition immobilière, en dehors de tout cadre professionnel, et donc agit dans ce cas-là comme un non-professionnel et devrait pouvoir être protégé par 271.1. C'est tellement vrai en pratique, si on revient à l'esprit de la loi,
La loi nous dit clairement que l'objectif est de protéger les acquéreurs contre des achats déraisonnés, déraisonnables, contre des achats coup de cœur pour des opérations qui coûtent très cher. Et quand vous avez souvent une société civile immobilière familiale, vous avez d'abord des acquéreurs et des personnes qui se portent acquéreurs, et puis elles se substituent une société civile dont elles vont être les seuls associés. Et la plupart du temps, cette société civile immobilière a été constituée bien parce qu'on leur a conseillé, parfois, même souvent, elles n'en ont pas besoin, mais on leur a conseillé de constituer une société civile, et derrière, elles n'exercent pas d'activité économique. C'est uniquement, le plupart du temps, pour préparer d'ailleurs une construction, un montage successoral pour la transmission des parts, pour le démembrement en usufruit en nue propriété et tous les montages que l'on peut faire autour des parts de société civile. Donc, ça n'a rien à voir avec l'exercice d'une activité professionnelle. Donc, a priori, on se dit, pourquoi pas l'appliquer à ces personnes morales. Sauf que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, mais les choses pourraient évoluer, pour l'instant, quand je regarde la jurisprudence, elle est plutôt défavorable. D'abord, on a cette fameuse affaire de la Villa Léopold du 24 octobre 2012, dans lequel, alors là, c'était évident, puisque l'un des associés de la société civile était une société commerciale. Donc, à l'évidence, on ne pouvait pas en bénéficier. Mais la formule est assez étrange, puisqu'on se réfère à l'objet social et on considère que quand l'acte est en lien avec l'objet social de la société civile, elle ne peut pas bénéficier de 271.1. Et ça a été rappelé de manière un peu plus générale dans un arrêt du 16 septembre 2014. Et donc, à la lecture de ces arrêts, on a l'impression qu'à partir du moment où il y a un lien entre l'acte qui a été acquis et l'objet social, eh bien, les sociétés ne peuvent pas, par définition, bénéficier de 271.1. Alors, néanmoins, quand vous prenez les arrêts, l'objet social était rédigé de manière relativement large. Et il est vrai que en pratique, lorsque vous conseillez à vos clients qui vont acquérir un bien de constituer une société civile pour l'acquérir, d'abord vérifiez bien qu'ils en ont besoin, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'une société civile. L'indivision, parfois, avec l'indivision conventionnelle et la souplesse que permet aujourd'hui l'indivision conventionnelle, est largement suffisante. Donc, si vraiment il faut une société civile, il faut bien délimiter l'objet social, ne pas prendre des formules toutes faites d'objet social très larges dans lesquelles on se dit, ben oui, mais les choses peuvent évoluer, et puis peut-être que dans quelques temps, ils auront un patrimoine immobilier plus important et ils pourront développer une activité professionnelle, donc il ne faut pas leur fermer la porte à cette extension de l'activité de la société. Peu importe, si vraiment c'est le cas, ils pourront modifier les statuts et l'objet social, ça ne coûte pas excessivement cher, si vraiment c'est indispensable. Là, ça ne l'est pas. Donc, par conséquent, le mieux est de rédiger un objet social restreint qui permet vraiment de prendre conscience qu'il s'agit d'une société civile immobilière familiale dans laquelle il n'y a aucune activité professionnelle, c'est uniquement pour la gestion du bien et pour pouvoir y habiter et en jouir. Donc, dans ce cas-là, je pense que la porte n'est pas totalement fermée, que dans les hypothèses qui ont été traitées en 2012 et 2014, manifestement, l'objet social était rédigé de manière trop large. Mais je pense que si vraiment la Cour de cassation avait voulu fermer définitivement la porte aux personnes morales, elle aurait dû dire tout simplement par une formule dogmatique, ce n'est applicable qu'aux seuls acquéreurs non professionnels, personnes physiques. Et ça n'est pas applicable aux personnes morales. Elle ne l'a pas dit, donc par conséquent, il y reste encore une possibilité de voir les choses évoluer. Attention, vous n'avez pas à anticiper sur la jurisprudence. En tant que praticien, vous partez de cette jurisprudence qui considère que le lien est fait avec l'objet social sans aucune distinction, même si dans les faits, il y avait un objet social rédigé de manière générale, mais dans l'attendu, il n'y a aucune distinction. Donc, on doit considérer que pour l'instant, la jurisprudence refuse d'appliquer 271.1 aux sociétés civiles immobilières familiales, donc aux personnes morales, mais en particulier aux sociétés civiles immobilières familiales, et donc vous vous arrêtez là. Mais il faut être vigilant, suivre la jurisprudence. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le domaine immobilier, il y a une tendance à adopter une conception plus large de ce qu'est le non professionnel. D'abord, il y a l'ordonnance du 14 mars 2016 que je vous ai évoquée, qui donne une définition plus large dans laquelle on intègre les personnes morales. Donc on ne voit pas pourquoi ce texte très général qui nous donne une définition, ce qu'on ne trouve nulle part, eh bien, n'aurait pas une influence sur le droit immobilier. Mais c'est surtout qu'on a deux hypothèses supplémentaires qui permettent de défendre l'évolution de la jurisprudence. D'abord, il y a une hypothèse très ancienne, c'est que dans le cadre du prêt, l'obtention d'un prêt qui serait soumis au Code de la consommation, les sociétés civiles immobilières familiales
celle qui, même pour une hypothèse qui avait donné lieu à un arrêt du 10 février 93, où c'était une société civile immobilière qui avait souscrit un certain nombre un prêt pour l'acquisition de biens, et on s'est rendu compte que c'était une société aussi qui louait plusieurs biens. Donc une société civile immobilière qui louait plusieurs biens, ça n'était pas pour autant une activité professionnelle, d'accord. Néanmoins, on voyait bien que c'était pas la première acquisition et qu'il y avait déjà la location de plusieurs biens. Eh bien, on a tout de même considéré que cette société civile immobilière pouvait bénéficier des règles protectrices du Code de la consommation. Mais surtout, ce qui est déterminant dans l'évolution probable de la jurisprudence dans les mois ou les années à venir, c'est toute la jurisprudence sur les clauses abusives appliquées au domaine immobilier. On sait que en matière de clauses abusives, je vous l'ai dit, le critère, ce n'est plus la compétence, le critère, c'est le rapport direct. Est-ce qu'il y a un rapport direct entre le contrat qui a été conclu et l'activité professionnelle d'une partie? Dans ce cas-là, elle ne peut pas bénéficier des lois sur les clauses abusives. Pourtant, en matière immobilière, on est revenu à l'ancien critère de la compétence. Et on a dans de nombreux arrêts, un arrêt du 4 février 2016 et un autre arrêt de juin 2019, on est revenu sur le critère de compétence. On avait affaire à une société civile immobilière de promotion immobilière, donc un professionnel de l'immobilier. La Cour de cassation dit clairement que c'est un professionnel de l'immobilier, mais qui a conclu un contrat avec un constructeur. Et on a considéré que c'était peut-être un professionnel de l'immobilier, mais ce n'était pas quelqu'un qui était compétent en matière de construction immobilière. Et on a donc considéré, au regard de la loi sur les clauses abusives, qui est censée pourtant être restrictive, on a considéré que cette société civile immobilière professionnelle de l'immobilier n'était pas compétent en matière de construction et devait être considérée comme un acquéreur, enfin comme en tout cas ici un acteur non professionnel et devait pouvoir bénéficier des clauses abusives. Et donc, si on raisonne par analogie, on devrait avoir probablement, si l'occasion se présente, peut-être un assouplissement, une évolution de la jurisprudence à la lumière de l'article 271.1 en tenant compte des évolutions qui sont intervenues au regard des clauses abusives. Et il n'est pas exclu que, et c'est cette vigilance sur laquelle j'attire votre attention, que les choses évoluent. D'accord ? Et il faudra donc être très attentif à l'évolution de la jurisprudence. En attendant, pour l'instant, vous n'avez pas à purger le droit d'intractation lorsque c'est une société civile immobilière. Faites attention également, cet article 271.1, il doit également être respecté dans l'hypothèse d'une substitution. On sait assez fréquemment que dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente ou une promesse télématique, on peut avoir une clause de substitution qui peut concerner une autre personne physique. Et dans ce cas-là, si cette autre personne physique est un acquéreur non professionnel, eh bien, il va falloir repurger. Alors, en repurgeant, vous ne mettez pas en danger le vendeur, puisqu'en repurgeant, soit le substitué eh bien, exerce son droit de rétractation et le substituant continue d'être le partenaire du vendeur initial, soit le substitué n'exerce pas son droit de rétractation, et alors c'est lui qui désormais sera le seul interlocuteur en tout cas qui est concerné. Et bien la société qui se substitue à un acquéreur personne physique, elle normalement ne bénéficie pas de la repurge. Et donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de repurger 271.1 concernant le substitué. Alors voilà pour le champ d'application personnel. Maintenant, évoquons les questions qui touchent davantage à la forme et aux différentes modalités qui entourent la mise en œuvre de l'article 271.1 du CCH. Première chose importante, on sait que dans l'hypothèse du droit de rétractation, pour pouvoir notifier comptablement, il faudra notifier la promesse avec l'ensemble de ses annexes, les documents qui sont exigés dans le cadre du DDT, mais également dans le cadre de la loi Allure, ce droit de rétractation à l'acquéreur concerné. Est-ce que c'est au moment où il y a une première présentation ou c'est au moment où la personne va retirer éventuellement sa lettre recommandée à la poste? Donc, elle en prend effectivement connaissance. Non, et sur ce point, notamment un arrêt du 14 février 2018 est très clair, c'est au lendemain de la première présentation que justement, donc au moment où on a le dépôt de l'avis par le facteur, par exemple, c'est à partir de ce moment-là que le délai de 10 jours commence à courir. Quelle forme peut prendre cette notification? La forme la plus coûteuse et celle qui est qui crée le moins de risques, c'est la signification par acte d'huissier. On n'a pas besoin toujours d'une notification, il ne faut pas exagérer par acte d'huissier.
Le plus souvent, c'est une lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui peut être maintenant électronique, hein. On a plusieurs services aujourd'hui qui existent en la matière et qui offrent des services qui sont, en tout cas, qui rentrent dans les prévisions du règlement IDEAS, c'est-à-dire avec les garanties en termes de signature électronique et d'intégrité. Tout cela est aujourd'hui réglé en pratique. Ça peut être une lettre recommandée avec avis de réception classique, papier, pourquoi pas, avec la signature des acquéreurs. Et il peut également y avoir une remise en main propre, mais la remise en main propre, alors lorsqu'elle est effectuée par un agent immobilier, elle doit être accompagnée d'une mention manuscrite pour que la remise en main propre soit valable et permette le lendemain de faire courir le délai de 10 jours. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne posent pas de difficultés particulières. Première question que je dois me poser, c'est dans quel cas je vais devoir repurger. Parce que sur ce point, on a un arrêt qui utilise une formule très générale et qui pose encore des difficultés aujourd'hui et qui nous explique que c'est en cas de modification substantielle entre la promesse et la signature de la vente. C'est dans cette hypothèse qu'il y aura repurge. C'est un arrêt de la 3e chambre civile du 26 septembre 2007 qui pose cette règle. Alors, c'est a priori très simple, hein. Une modification substantielle veut bien dire que ça ne peut pas être une modification non substantielle, que ça ne peut pas être un élément totalement accessoire. Et quel est le critère qu'il faut prendre en considération? C'est de voir si ça alourdit la charge de l'acquéreur ou si ça augmente les risques liés justement à l'acquéreur. Le plus souvent, imaginons que l'on découvre qu'il y a entre la promesse et la vente définitive, on découvre que le bien fait partie d'une zone à risque, zone à risque inondation par exemple, ou une zone de prévention des risques en matière environnementale. Enfin, vous avez toute une série justement de risques de pollution. Donc ça, on peut le découvrir entre-temps. On peut avoir également une nouvelle obligation qui naît entre la promesse, un nouveau document qui est mis entre la promesse et la vente, même si parfois il y a un décalage dans le temps pour l'acquéreur, découverte d'une servitude par exemple, peu importe, hein, eh bien il faut repurger le délai de rétractation. Alors, dans les thèses où vous n'aurez pas respecté le délai de rétractation, est-ce que je peux rattraper le coup avec un délai de réflexion? J'imagine un contrat préparatoire, et ce contrat préparatoire aurait dû faire l'objet d'une notification 271.1 dans le cadre du droit de rétractation. J'ai oublié de le faire, donc l'agent immobilier a oublié de le faire, on se retrouve avec un projet d'acte de vente. Est-ce que je peux rattraper le coup et finalement faire un délai de réflexion et pour remplacer des rétractations? Alors, vous pouvez faire semblant. Après, on n'est plus dans le domaine du droit. Et vous pouvez dire non, il n'y a jamais eu de contrat préparatoire, donc très bien, il n'y a jamais eu de contrat préparatoire. En réalité, il y a eu une vente directe, et donc à partir de là, je vais notifier le projet et faire partir un délai de réflexion. Mais en réalité, s'il y a eu un contrat préparatoire, et vous ne devriez pas faire comme s'il n'y avait pas de contrat préparatoire, normalement, on n'a pas le droit de remplacer un délai de rétractation défectueux par un délai de réflexion. Donc, c'est une question qui a été posée lors des débats sur la loi. Il faut donc nécessairement purger le délai de rétractation tel qu'il était prévu, s'il y a eu effectivement un contrat préparatoire, et vous ne pouvez pas rattraper le coup avec un délai de réflexion qui viendrait corriger cette erreur. Donc ça, c'est déjà un premier point. Alors ensuite, en termes d'irrégularité, on a plusieurs difficultés lorsqu'on envoie une lettre recommandée avec avis de réception, notamment c'est la question de la signature. Alors, il y a des vérifications de signature qui peuvent être faites, hein. Généralement, lorsqu'on est notaire, on a déjà des actes à notre disposition ou des documents sur lesquels on peut comparer la sincérité de la signature. Alors, cette question justement de la sincérité de la signature, elle pèse sans aucun doute sur les épaules d'un professionnel tel que le notaire. La question s'est posée de savoir s'il y avait un tel devoir de vérification de la sincérité de la signature par les agents immobiliers. Et de manière assez étrange, on avait eu un arrêt en 2016, un arrêt du 10 mars 2016, dans lequel la Cour de cassation avait précisé que ça ne relève pas des obligations de l'agent immobilier, qu'il n'avait pas à vérifier la sincérité d'une signature.
Alors, ce qui se présentait comme un arrêt à contre-courant de cette volonté qui consistait à uniformiser les devoirs qui pèsent sur les rédacteurs professionnels. Et les agents immobiliers font partie de la catégorie des rédacteurs professionnels. Par conséquent, ils vont avoir progressivement les mêmes devoirs que n'importe quel autre rédacteur professionnel. Et puisque le notaire doit vérifier la sincérité des signatures, on pouvait s'attendre à ce que les choses évoluent. Eh bien oui, elles ont évolué, puisqu'on a un arrêt de la 3e chambre civile du 21 mars 2019. Je vous donne le numéro de pourvoi pour que vous puissiez le retrouver. Numéro 10-10772, 10-10772. Et cet arrêt eh bien, revient sur le positionnement de 2016 en expliquant que l'agent immobilier a l'obligation de vérifier la sincérité de la signature. Donc voilà un alourdissement finalement des obligations qui pèsent sur l'agent immobilier. Alors, la question qui va se poser ici, c'est de savoir, lorsqu'il y a une irrégularité dans la notification de 171.1, quelle est la sanction, quelles sont les conséquences. Alors d'abord, imaginons que la vente ait été conclue, et la question est de savoir si cela entraîne la nullité, notamment de la promesse, et donc de l'acte subséquent, ou est-ce qu'on peut considérer que dans ce cas-là, il y a une irrégularité, mais qu'il n'y a pas pour autant de nullité automatique. Pourquoi je dis ça? En pratique, imaginez la situation suivante. Vous avez une condition suspensive d'obtention de prêt dans une promesse, et le prêt n'a pas été demandé conformément à la promesse. Donc, l'échec de la condition suspensive est imputable à l'acquéreur, à l'un des deux acquéreurs. Et il s'avère que cette condition suspensive, comme on doit le faire, est accompagnée d'une clause pénale. Et donc, normalement, une pénalité devrait être infligée à cet acquéreur dans le cadre de cette défaillance de la condition qui lui est imputable. Maintenant, il y a aussi une irrégularité. C'est qu'on a signifié, par lettre recommandée plutôt, on a envoyé une lettre recommandée qu'avis de réception aux deux acquéreurs. Simplement, l'un d'entre eux, ce n'était pas à la bonne adresse, et donc il n'a pas pu signer cet avis de réception. Et puis il n'a pas pu le recevoir, donc c'est la première présentation certes, mais là, on ne lui a même pas présenté à la bonne adresse. Dans ce cas-là, si vous dites que le non-respect et des conditions de 271.1 entraîne nullité, donc anéantissement de l'acte, dans ce cas-là, l'acte est censé n'avoir jamais existé, la condition suspensive non plus, la clause pénale ne peut pas produire ses effets, et donc on ne peut pas punir l'acquéreur alors que la condition suspensive est défaillante par sa faute. Et bien dans cette affaire du 4 octobre 2018, on a des magistrats qui ont considéré que dans cette hypothèse-là où il y a une irrégularité, eh bien il va falloir repurger auprès de celui qui n'a pas bénéficié d'une notification à la bonne adresse, mais il n'y a pas nullité pour autant. Ce qui permettait au juge également de dire, dans ce cas-là, comme l'acte n'est pas anéanti, la clause pénale peut produire ses effets et on peut sanctionner celui qui est à l'origine de la défaillance de la condition suspensive. Un arrêt très intéressant. Sauf que on a d'autres arrêts postérieurs, notamment un arrêt du 21 mars 2019 de la 3e chambre civile. Et dans cet arrêt du 21 mars 2019, on ne s'est pas posé la question, à mon sens, et on a considéré qu'il y avait nullité de toutes les opérations contractuelles en raison justement de l'irrégularité, du non-respect de 271.1. Mais très certainement dans l'arrêt de 2019, c'était parce qu'il n'y avait pas derrière un débat sur une faute imputable à l'un des acquéreurs pouvant justifier la mise en œuvre de la clause pénale. Et donc, on ne peut pas donner trop d'intérêt aux arrêts postérieurs. En revanche, celui de 2018, il est très clair sur ce point et il explique bien que lorsqu'on a purgé auprès de l'un et qu'on a de manière irrégulière purgé auprès de l'autre, dans ce cas-là, il faut repurger. L'acte est encore là, on peut repurger et on n'a pas annulé la promesse, puisqu'on était au stade de la promesse ici, on n'a pas à l'annuler, ce qui permet de faire produire ses effets à une éventuelle clause pénale pour le manquement d'un des acquéreurs dans l'obtention du prêt et la réalisation des conditions suspensives. Autre interrogation, est-ce que je peux, dans le cadre d'une irrégularité, donc il manque un document ou il manque une signature, est-ce que je peux considérer que la signature de l'acte authentique vaut renonciation à se prévaloir des irrégularités de l'article 271.1. Alors, il faut faire attention sur ce point à ne pas trop en faire dire aux arrêts, parce que les arrêts en la matière ont une portée limitée. Il y a un premier arrêt qui avait été rendu en 2014, dans lequel c'était le dossier diagnostic technique qui était incomplet, et plus précisément, c'était le diagnostic de performance énergétique qui n'avait pas été
annexé à la promesse, donc il n'a pas pu être notifié. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, la notification est irrégulière, mais le DPE a été remis en cours de route et plusieurs semaines après, on a signé l'acte authentique. Dans ce cas-là, la Cour de cassation a considéré que la signature de l'acte authentique valait renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de l'article 271.1. Mais il faut faire très attention. D'abord, à l'époque encore, et même si les choses vont changer à partir du 1er janvier 2021, mais à l'époque encore, le DPE avait une simple valeur informative. Donc, pas sanctionné en tant que tel, ne privez pas d'efficacité les clauses de non-garantie, n'entraînez pas la résolution. Pardon. Donc, n'entraînez pas la résolution. Donc, a priori, c'est peut-être le peu d'importance qu'on accorde au DPE qui justifie qu'on accepte que la signature de l'acte authentique puisse valoir dans ce cas-là renonciation à cette irrégularité. Deuxième tempérament, deuxième exemple, on a une hypothèse où c'était l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, qui a donné lieu à un arrêt du 7 avril 2016, envoi d'une lettre recommandée, et finalement, on a deux signatures sur ces deux lettres recommandées, deux signatures du mari. Et le mari a signé donc pour sa femme. Ça arrive assez fréquemment. Donc on ne s'est pas rendu compte de cette hypothèse, il y a donc une irrégularité, et il n'avait pas de mandat lui permettant de signer au nom et pour le compte de son épouse, mais finalement, cette irrégularité n'a pas empêché l'épouse d'avoir connaissance de la promesse et de ses annexes, et surtout le jour de la signature, eh bien, elle a signé, et en signant en connaissance de cause, eh bien, on a considéré qu'elle renonçait à se prévaloir des irrégularités. Alors, là encore, c'est une hypothèse très particulière parce que c'est une irrégularité de forme. Cette irrégularité de forme, finalement, elle a été corrigée par la suite, et on arrive devant le notaire pour la signature de l'acte authentique, et on considère que cela vaut renonciation à l'irrégularité. Alors, plusieurs précisions et tempéraments. Premier tempérament, vous ne pouvez pas appliquer cette jurisprudence au-delà de simples irrégularités matérielles, formelles. Je vous l'avais dit pour l'obligation d'information sur 271.1, je doute qu'on puisse appliquer cette jurisprudence à cette hypothèse quand vous n'avez pas exécuté convenablement votre obligation d'information. Ce n'est pas simplement une question de pure forme, c'est une question de consentement libre et éclairé, et à mon sens, il n'est pas certain que la signature de l'acte authentique puisse valoir renonciation à se prévaloir de cette irrégularité. De la même façon, s'il s'agit d'un diagnostic amiante, par exemple, qui faisait défaut, et il s'avère que le diagnostic est positif, eh bien, il va falloir repurger. Je doute qu'on puisse appliquer cette jurisprudence et considérer que la signature de l'acte authentique puisse valoir renonciation. Même chose pour le délai de rétractation qui n'aurait pas été du tout respecté, donc on n'a pas du tout purgé. Dans ce cas-là, je doute que la signature de l'acte authentique puisse valoir renonciation au regard des arrêts qui ont été rendus. Alors après, vous pouvez prendre le risque si vous voulez, mais au regard des arrêts qui ont été rendus, c'est vraiment un champ d'application très restreint. Maintenant, si je prends ces arrêts, il y a une autre précaution. Parce que ces arrêts nous disent de manière très générale, probablement parce que les arguments n'ont pas été invoqués, ils nous disent que la signature de l'acte authentique vaut renonciation. Je pense que parce qu'on n'a pas contesté la renonciation elle-même. On a juste, justement, débattu dans cette affaire, dans ces affaires, sur le fait de savoir si une petite irrégularité pourrait être corrigée par la signature de l'acte authentique. Mais demain, probablement, le contentieux va se déplacer sur la renonciation. La renonciation aujourd'hui, elle repose notamment dans le Code civil sur un certain nombre d'exigences. Il faut expliquer quel est l'objet de la renonciation, rappeler les régularités et les conséquences de cette renonciation. Donc, il faut y mettre les formes. Je pense que le simple fait de signer l'acte authentique et qu'on a considéré comme valant renonciation dans ces affaires, demain pourrait ne pas suffire. Il faut, pour qu'il y ait véritablement renonciation, à mon avis, prendre des précautions supplémentaires, rédiger une clause dans laquelle on fait état de l'irrégularité, on fait état de la renonciation et des conséquences de cette renonciation. Et à partir de là, dans les cas limités des arrêts qui ont été rendus, on pourra continuer à dire que la signature de l'acte authentique vaut renonciation à se prévaloir de ces irrégularités. Parce qu'on ne peut y renoncer qu'en connaissance de cause. Or, il faut prouver qu'il y avait une telle connaissance de la part des parties qui ont été victimes de ces irrégularités. Et puis, dernier point sur cette rétractation, la rétractation, lorsqu'elle est exercée par l'acquéreur, est définitive. Une rétractation, c'est, selon les termes de l'article 1122 du Code civil,
retirer son consentement. Alors, il y a un point justement, alors sur ce point, c'est important, la rétractation est définitive, ça a été dit depuis très longtemps, un arrêt du 13 février 2008, un autre du 4 décembre 2013, c'est une jurisprudence constante. Mais je tiens à attirer l'attention sur un point. La rétractation n'est pas une résiliation. Quand je procède à la résiliation d'un contrat, le contrat a été formé, il a peut-être même produit déjà ses effets, et la résiliation vient mettre fin à ce contrat par une décision unilatérale, en respectant parfois un délai imposé par la loi ou par la convention. D'accord ? La rétractation, ce n'est pas ça. La rétractation, c'est un mécanisme original, et d'ailleurs, quand on lit l'article 1122, il est très clair, je retire mon consentement. Donc, c'est comme si finalement le contrat a été suspendu, et tant que la personne n'a pas exercé son droit de rétractation, bien, ce contrat reste en suspens. Une fois que la personne exerce son droit de rétractation, elle retire son consentement et on fait comme s'il n'y avait rien eu. Mais ouais, c'est un mécanisme très singulier, très original, qui n'est pas une résiliation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a, vous le savez, dans l'ordonnance du 25 mars 2020, on a un article 5 à propos de la résiliation d'un contrat qui doit intervenir avant un certain délai, 2 mois avant la fin du contrat, ou un délai légal, 6 mois avant la fin du contrat de bail pour le congé pour vendre, par exemple, ou le congé tout simplement, 6 mois avant la fin du contrat de bail à usage d'habitation. Donc, ça, ce sont des hypothèses prévues par l'article 5, et on explique bien que si ça tombe pendant la période de référence, eh bien, on décale et on dispose à partir du 24 juin, du lendemain du 24 juin, de 2 mois jusqu'au 24 août, pour faire valoir cette résiliation. Et certains se demandent, en tout cas, si on ne peut pas assimiler la rétractation dans le cadre de l'article 271.1 à une forme de résiliation du contrat qui serait alors davantage soumise à l'article 5 plutôt que l'article 2. Non, ça n'a rien à voir. La résiliation d'un contrat n'a rien à voir avec la rétractation d'un consentement. Alors, on peut dire que dans les effets, ça produira les mêmes effets, c'est qu'il n'y aura pas de contrat. Je pense qu'il faut respecter la pureté des principes et des concepts. Une rétractation n'est pas une résiliation d'un contrat dans un certain délai. Ce n'est pas du tout le même cas de figure. Donc, droit de rétractation reste soumis à l'article 2 jusqu'à ce qu'on corrige l'article dans la loi de ratification. À mon sens, ça continue d'être soumis à l'article 2, même si on peut essayer de développer des arguments qui, à mon sens, ne permettent pas de l'exclure, et même si en opportunité, il serait peut-être bien que ce délai de rétractation ne fasse pas partie des prévisions légales, mais au regard du texte tel qu'il existe aujourd'hui, c'est l'article 2 qui devrait s'appliquer. Alors, j'en ai fini avec ces questions. Je voudrais vous dire quelques mots sur les autres contrats préparatoires, mais je le ferai la prochaine fois. Ce que j'évoquerai, c'est la promesse de portefeuille en quelques mots et le contrat de réservation. Et après, je commencerai à évoquer les droits de préemption, c'est-à-dire essentiellement les conflits entre droits de préemption, quelle est la hiérarchie qui existe entre les droits de préemption, publics, privés, conventionnels ou légaux, et puis tous les cas un peu particuliers, savoir comment on pratique. En pratique, on règle les cas qui ne sont réglés ni par la loi ni par la jurisprudence, qui peuvent parfois vous poser pas mal de difficultés. C'est l'objet de la prochaine intervention. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, eh bien, protégez-vous et protégez les autres également, les plus vulnérables. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.